Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons poursuivre les cours de durabilité des matériaux et cette fois-ci les réactions sulfatiques et principalement les réactions sulfatiques externes et les réactions sulfatiques internes. Réaction sulfatique. Historique. L'action des sulfates sur les bétons est connue depuis longtemps. En 1887, Candelot avait constaté des désordres importants sur les mortiers des fortifications de Paris, qui se trouvent en contact avec les eaux gypseuses. Ces désordres correspondaient à des phénomènes d'expansion consécutifs à la formation d'aiguilles d'étringite. Ces cristallisations étaient localisées aux interfaces pâte-granulat dans les pores et dans les fissures. Généralité. La réaction sulfatique correspond à l'action des sulfates provenant du milieu extérieur ou présent dans le béton sur les aluminates provenant du ciment. Cette action se traduit par la formation d'étringite, voire la tomasite, qui peut présenter un caractère gonflant et conduire à l'altération des caractéristiques mécaniques du béton. La formation de cette étringite expansive, dite étringite secondaire, est à distinguer de l'étringite primaire, non expansive, obtenue dans la première phase d'hydratation du ciment Portland. Elle est aussi à distinguer de l'étringite différée associée à l'étuvage. L'étringite secondaire peut apparaître au MEB, microscope électronique à balayage, sous forme massive et mal cristallisée, aux interfaces pâte-granulat ou sous forme de fines aiguilles de type oursin dans les pores ou les fissures. Les réactions sulfatiques externes. Les sources des sulfates. Dans le milieu extérieur au béton, les principales sources de sulfate sont les sols, les eaux sédimentaires souterraines et l'eau de mer. Les sols, les sulfates constituent un élément nutritif des plantes. Leur concentration est généralement assez faible, entre 0,01 et 0,05% du sol sec. Toutefois, dans certaines régions où le sol peut contenir du gypse ou de l'anhydrite, sous-sol parisien par exemple, les valeurs peuvent être bien plus élevées, supérieures à 5%. Les sols alluviaux et argileux sont également susceptibles de contenir des pyrites, FeSt, qui peuvent s'oxyder en sulfate au contact de l'air et de l'humidité. Les sulfates peuvent aussi provenir de la composition biologique au contact de l'air, substances organiques contenant du soufre, engrais, plantes. Les eaux souterraines sédimentaires, les eaux souterraines et les eaux d'infiltration venant en contact avec les sols sulfatiques se chargent en ion S4,2-. La concentration en ion de l'eau va dépendre de la solubilité du sulfate qui dépend de la température et la présence d'autres sels. Les sulfates présents sont souvent des sulfates alcalins ou de magnésium. Les concentrations élevées en sulfate dans les eaux souterraines peuvent aussi être conséquence des pollutions industrielles. L'eau de mer. L'eau de mer renferme des ions variés, mais c'est l'action de sulfate de magnésium qui peut entraîner le plus de désordres d'origine chimique dans le béton. Les mécanismes de réaction des sulfates externes.
Schématiquement, la formation de l'étringite se produit en deux étapes. La première, c'est la formation de gypse secondaire. Les sulfates peuvent pénétrer dans les pores du béton sous forme ionique et réagissent dans la pâte de ciment avec la portlandite pour former du gypse. En solution aqueuse et de l'hydroxyde alcalin, le mécanisme est le suivant, c'est-à-dire le K2SO4 plus 2H2O plus CaOH2 donne le CaSO4 de H2O, c'est le gypse, plus le 2KOH. La même chose pour le Na2SO4. Le volume du solide précipité représente un peu plus du double de celui des produits de départ et une expansion peut se manifester. Deuxième étape, c'est la formation d'étringite secondaire. Ce gypse secondaire réagit avec les aluminates présents dans la pâte de ciment durcie pour former de l'étringite secondaire. Plusieurs scénarios sont envisageables. Le premier, c'est à partir des reliquats de C3A anhydre, comme on le constate sur l'équation de C3A. Le volume molaire du produit formé est 3 fois plus élevé que celui du produit initial. Deuxième point, c'est à partir de l'aluminate tétracalcique hydraté, c'est-à-dire c'est les CkAH13 ou du monosulfato-aluminate de calcium hydraté, c'est-à-dire le C3CaSO4H12, comme le montrent les deux équations. Le volume molaire du produit formé peut atteindre 8 fois celui du produit initial. Les mécanismes d'expansion de l'étringite. Différentes théories ont été proposées pour expliquer le mécanisme suivant lequel l'étringite provoque l'expansion du béton. Théorie des pressions de cristallisation qui suggère que la pression engendrée par précipitation d'un sel quelconque est reliée au taux de sursaturation de la solution. Théorie de la double couche électrique de Meta, où les forces d'expansion sont dues à la répulsion électrostatique entre les particules d'étringite colloïdales chargées négativement accompagnées d'une forte absorption des molécules d'eau polaire. Gonflement par effet stérique, étudié par Cotin et Lie, basé sur le fait que le volume des hydrates étant toujours supérieur au volume des anhydres dont ils sont issus. Le composé néoformé, s'il ne dispose pas de l'espace nécessaire à sa formation, créera cet espace par augmentation du volume apparent du système. Ces trois théories peuvent être synthétisées de la manière suivante. 1. L'intensité de la force développée par la croissance d'un cristal dépend du degré de sursaturation de la solution. 2. Le cristal ne croîtra pas là où doit exercer une pression pour se développer s'il a la possibilité de croître dans des espaces libres, pores et fissures. Troisièmement, pour un cristal se développant dans un pore, dans certaines conditions d'équilibre, des pressions peuvent s'exercer sur les parois du pore et si son rayon est inférieur à une certaine dimension, environ 100 nanomètres, les contraintes générées localement s'exercent sur des domaines de plusieurs dizaines à centaines de micromètres, c'est-à-dire dans les espaces relativement restreints et confinés. De l'ensemble de ces considérations, il ressort que les pressions de gonflement sont régies par deux paramètres majeurs, le degré de sursaturation locale et le confinement
dans les régions microporeuses de la pâte de ciment durci, le confinement impliquant un degré de saturation élevé. Paramètres conditionnant la tenue des bétons. Les dégradations ne sont à redouter dans un environnement sulfatique que si les sulfates peuvent accéder par diffusion jusqu'au aluminate de calcium de la pâte de ciment hydratée. Les précautions suivantes doivent permettre d'augmenter la durée de vie de ces bétons. Premièrement, choisir un béton le moins perméable possible avec un dosage de ciment suffisant et un rapport eau sur l'ion faible. Deuxièmement, choisir un ciment à faible taux de C3A, c'est-à-dire des ciments pour travaux en eau à haute teneur de sulfate, selon la norme P15 319, ou ciment pour travaux à la mer, selon la norme P15 317, avec un rapport C3A sur SO3 inférieur ou égal à 3. Troisièmement, utiliser des additions minérales à caractère pouzzolanique. Sur la figure 1, on peut voir la relation du rapport E sur C d'un mortier et de l'expansion au milieu sulfatique, d'après Houyagan. Deuxième figure, on peut voir la relation entre la teneur en C3A du ciment et l'expansion de mortier d'après Houyagan. Les réactions sulfatiques internes. Il convient de séparer la formation des tringites déférés consécutive à un échauffement thermique de la réaction liée à la présence dans les bétons de composants qui peuvent être la source des sulfates en excès. Réaction sulfatique interne avec source de sulfate, c'est-à-dire à l'intérieur même du béton, les granulats peuvent fournir des sulfates. C'est essentiellement le cas des granulats contenant des pyrites, sulfure de fer, plus ou moins bien cristallisés qui peuvent s'oxyder, ou des granulats gypseux, c'est-à-dire la teneur en soufre totale des granulats exprimés en SO3 est limitée à 0,4%. Les sulfates peuvent être présents sur les granulats suite à une pollution accidentelle, déchets par exemple de plâtre par exemple. Les phénomènes de dégradation sont équivalents à ceux observés pour les réactions sulfatiques externes. Toutefois, les dégradations sont beaucoup plus rapides. Cas particulier de l'étringite déférée, une réaction sulfatique peut aussi se produire sans apport de sulfate. C'est la réaction sulfatique interne ou RSI, ou la Delayed Ettringite Formation, on appelle aussi DEF suivant la terminologie anglo-saxonne. Elle est la conséquence de l'échauffement du béton au-delà de 60 à 70 degrés Celsius qui peut se rencontrer lors des traitements par étuvage ou au cœur de pièces massives. Sous ces conditions, l'étringite primaire est instable et ne se forme pas ou se décompose. Le retour à la température ordinaire peut provoquer, dans certains cas, la formation de cette étringite différée pouvant avoir un caractère expansif. Il faut la conjonction de plusieurs paramètres pour que cette réaction s'amorce ou se développe.
Donc, ces 4 points sont les suivants. C'est en premier lieu, c'est l'eau et l'humidité. L'eau est le milieu réactionnel nécessaire au déroulement de la réaction. Elle intervient dans les processus de transfert et dans la formation des produits de réaction. Ainsi, la RSI touche essentiellement les parties d'ouvrage au contact avec de l'eau ou soumises à des venues d'eau. Deuxièmement, la température et sa durée de maintien. Un fort réchauffement de béton, c'est-à-dire une température supérieure à 65 degrés Celsius, pendant sa prise et son durcissement, est une condition indispensable à cette réaction. Ceci peut se produire dans certains bétons étuvés ou dans des pièces massives d'ouvrage. Les teneurs en sulfate et en aluminate du ciment, troisième point. Les sulfates et les aluminates interviennent directement dans le mécanisme réactionnel pour former l'étringite. Ainsi, les ciments à forte teneur en sulfate, c'est-à-dire une teneur en SO3 supérieure à 4%, et en aluminate sont ceux lequel le risque de RSI est le plus élevé. Quatrièmement, les teneurs en alcalin du béton, l'étringite est plus soluble dont le taux d'alcalin augmente. Ainsi, plus la teneur en alcalin est élevée, plus la température conduisant à la formation de la RSI est faible. L'existence d'une réaction alcali-granulat est également susceptible d'accentuer l'expansion due à la formation d'étringite différée. En effet, la consommation des alcalins par réaction alcali-granulat conduit à une diminution de la solubilité du composé et facilite sa précipitation. On considère que les sulfates combinés dans un premier temps sous forme de monosulfoaluminate ou absorbés par les CSH réagissent avec les aluminates libres pour former une étringite dite différée. Elle aussi expansive mais d'apparence amorphe. Cette étringite différée peut se transformer ultérieurement en étringite secondaire qui précipite dans les défauts de la structure. Cas particulier de la tomazite. La tomazite de formule générale CaSiO3, CaCO3, CaSO4 et 15H2O se présente sous forme d'aiguille, souvent plus trempue que l'étringite. Elle peut être rencontrée dans le cas d'attaque par les sulfates. Contrairement à l'étringite, dans le cas de la tomazite, les composés subissant les transformations les plus importantes sont les CSH, qui sont consommés dans les réactions avec les sulfates et les carbonates. Le résultat observé est un composé riche en silice, en carbonate et en sulfate, mais ne contenant pas ou très peu d'alumine. Par ailleurs, la désagrégation du béton se traduit par la formation d'un produit sans cohésion, c'est-à-dire sans colle, de consistance molle et résultant essentiellement de la dégradation des CSH. La réaction chimique directe à partir des CSH peut s'écrire selon ce qui est présenté dans cette équation ou encore selon la deuxième équation. Les conditions de formation de la tomazite sont principalement une température basse inférieure à 15 degrés Celsius, une humidité relative élevée, une source de carbonate CO2 atmosphérique à carbonate, une source de sulfate endogène ou exogène, une source de silice CSH, minéraux argileux, la présence d'une petite quantité d'alumine.
Ainsi se termine le cours de réaction sulfatique. Merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.